Alors, on vous écoute. Alors, c'est quoi le rapport entre le judaïsme et l'astrologie, justement, avant la naissance de Jésus-Christ? Et c'est quoi le rapport entre le judaïsme et la philosophie grecque? Bah, vous n'avez pas lu mon bouquin, Pas encore, non. Le monde juif et l'astrologie. Ah non. Vous savez qu'il existe quand Je même. savais qu'il existe, mais je sais pas où. Bon, ben là, donc il est paru. Ma thèse a été soutenue en 79 et mon bouquin est sorti, Le monde juif et l'astrologie, en 85, à Milan, à Arche. D'accord. Donc, je vais pas revenir là-dessus quand même. Bah, si vous me le passez, Ben, je l'ai pas, juste. Enfin, pourquoi vous ne. j'achèterai dans ce cas. Comment? J'achèterai. Oui, vous pouvez le trouver à l'Alliance israélite universelle. Ou, euh, je crois qu'on peut le trouver à la Bibliothèque nationale, en fait. Parce que je ne me souviens plus. En tout cas, oui, bon, voilà. Non seulement je ne vous réponds pas parce que je l'ai fait, mais en plus, je n'ai pas tous les arguments en tête. Il est évident que, par exemple. Et en plus, c'est très compliqué. Parce que ce judaïsme, on vient de dire qu'il est trafiqué. Donc, à partir de ce moment-là, le débat est faussé. Par exemple, beaucoup de gens vont dire: ah oui, mais c'est dans l'Excel, il est écrit ceci ou cela. Mais c'est écrit pour qui et par qui? Donc, parler du judaïsme aujourd'hui, c'est une gageure. Et moi-même, d'ailleurs, quand j'ai fait ma thèse, je n'avais pas du tout conscience de ces problèmes-là. Hein, je ne savais pas qu'il y avait ce problème de la critique biblique. Mais même la critique biblique n'a pas été aussi loin qui est née au XVIIe siècle, n'a jamais été aussi loin que cela. Je suis un révolutionnaire quelque part à ce niveau-là. Ça m'a été donné, si on peut dire, de trouver ça, aussi bien pour l'astrologie que pour le judaïsme, que pour l'anglais, etc. Bon, bah, peu importe. Mais, donc, si vous voulez, la question des départ est faussée, puisqu'on ne sait pas ce qu'est le judaïsme. On ne sait pas qu'est-ce qu'on appelle judaïsme, qu'est-ce qu'on met sous le nom de judaïsme. Certains d'ailleurs, comme je ne sais plus, il y a un rabbin qui a écrit récemment là-dessus, montrant que dans le christianisme, il y a des éléments qu'on trouvait déjà dans le judaïsme, évidemment, puisque dans le judaïsme, il y a des éléments qui viennent du monde israélite, etc. Bon. Et entre parenthèses, comme vous le savez, les juifs, avant les années 50, on les appelait les israélites. Moi-même, quand j'ai commencé je parlais, j'étais israélite. Bon. Ce qui est un comble quand même. Et et puis finalement, on a abandonné le mot israélite, même si ça continue à être utilisé dans certaines institutions. Mais souvent, le i de israélite est lu comme un j, pour simplifier. Par exemple, le CRIF, qu'on appelle le conseil, vous n'avez pas entendu parler du CRIF, le conseil représentatif c'était d'abord des Israélites de France, et maintenant on dit des Juifs de France. Oui. Oui. On joue sur le i et le j. Bon. Donc, votre question est un véritable puzzle, parce que finalement, alors je peux vous répondre que par exemple les 12 tribus d'Israël renverraient, ou les 12 fils de Jacob renverraient au zodiaque. J'en parle longuement dans mon bouquin. Oui. Bon. J'en parle encore plus, alors ça paraît encore beaucoup plus sérieux. Le rêve de Pharaon, qui rêve de 7 vaches maigres qui dévorent cette vache grasse, et qui est interprété par Joseph lui-même, qui est le petit-fils d'Abraham, comme étant la succession de 7 années de fertilité, 7 années de misère. Donc là, on retrouve le cycle de 7 ans, qui pour moi est évidemment au cœur de la question de l'astrologie. On pourrait trouver d'autres éléments de ce genre, mais comme je disais tout à l'heure, dans notre précédent entretien tout à l'heure, le mythe des 12 fils de... Alors en plus, je ne sais pas si vous le savez, Jacob, il est surnommé Israël. Donc ils ont eu le toupet, les Israélites, de décider que Jacob, donc le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham, avait reçu le nom d'Israël. D'où la lutte avec l'ange, et voilà, etc. Donc là déjà, on a déjà trafiqué à la base même le système. Et à partir du moment, donc toute cette structure à base 12, elle a été inventée pour justement montrer que tout ça ne fait qu'un. Que l'ensemble des tribus ont la même origine, typiquement équinoxiale. Bon. Et ça a été l'œuvre des Israélites.
Donc, quand vous discutez avec un juif, ça devient compliqué. Parce qu'il va vous dire, mais c'est écrit comme ceci, mais c'est écrit comme cela. Et alors? Donc finalement, lui, il n'a pas d'autre référence. Ce qui pose le problème méthodologique, mon cher Dominique, c'est que comment fait-on pour séparer le bon grain de l'ivraie, justement, comme diraient les chrétiens? C'est-à-dire, quelle est la méthode, c'est vrai voilà, pour l'astrologie aussi d'ailleurs, quelle est la méthode à suivre pour retrouver une cohérence initiale aux choses? Alors justement, je fais une petite parenthèse, j'ai fait un article récemment là-dessus. Il y a des gens qui, eux, veulent considérer que ce qui est important, c'est ce que les choses sont devenues, au final, et ceux qui pensent qu'il faut retrouver les principes de départ. Ça correspond à deux mentalités très, très différentes, voyez-vous. Alors, par exemple, Patrice Guinard, notre cher décédé, lui, il était plutôt de la première catégorie. Il voulait se persuader que l'astrologie était devenue ce qu'elle devait être ce qu'elle devait devenir. D'accord. Comme on dirait, par exemple, l'arbre à ses fruits. Bon. Moi, j'ai exactement la démarche inverse. Parce que c'est les principes. Parce que pour moi, les choses ne sont cohérentes qu'au départ des choses. Par exemple, au niveau linguistique, par exemple, j'ai montré que une langue, elle obéit à une symétrie, à une cohérence initiale parfaite. Et que ce n'est par la suite qu'elle se détériore, Mais il y a beaucoup de linguistes qui pensent le contraire. Qui pensent qu'il faut reprendre la langue telle qu'elle est devenue, et c'était ton destin de devenir ce qu'elle est devenue. Vous-même, vous en êtes où là par rapport à cette question? Est-ce que, et d'ailleurs, qui est entre parenthèses, qui est un peu la question masculin-féminin, puisque la procréation, c'est forcément un point de départ, et l'accouchement qui se fait par les femmes, c'est un point d'arrivée. Alors vous en êtes où, vous, à ce sujet? Vous êtes plutôt, moi j'ai l'impression que vous aviez plutôt une tendance au départ, quand je vous ai rencontré, à prendre les choses comme elles sont devenues. Oui. Alors voilà, donc il s'agirait de vous convertir à l'idée qu'il faut plutôt chercher les principes, les prémices, parce que c'est là que les choses sont vraiment cohérentes. C'est pour ça que je vous posais la question aussi de savoir le rapport, donc c'est pas seulement le rapport entre le judaïsme et l'astrologie, mais aussi le rapport entre le judaïsme et la philosophie grecque. Et comme je vous ai parlé de Platon tout à l'heure, l'idée qu'il y a une origine de tout qui soit dans le monde intelligible et que le monde sensible n'est que le reflet de ce monde intelligible. En tout cas, je répondrai... Ça répond aux deux questions, c'est-à-dire que il y a bien une origine de tout qui est un qui ensuite se divise à l'infini. Et cette division, comme elle n'est de toute façon que le reflet du monde intelligible, elle est forcément inspirée. Je répondrai deux choses. Premièrement, le judaïsme se sépare totalement de l'idée d'un Dieu qui serait au commencement de la création. C'est peut-être paradoxal, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire les dieux dont on parle souvent des extraterrestres, ce n'est pas les dieux qui sont à l'origine de la création. Ce sont des dieux qui sont nés de la création et qui ne s'occupent pas de l'univers dans sa totalité, mais qui s'occupent de notre propre monde, qui se focalisent sur notre monde à nous, ici. C'est pour ça que le premier verset de l'Ancien Testament, c'est Dieu créa le ciel et la terre. Alors, qu'est-ce que c'est que la terre par rapport à l'univers? C'est rien du tout. Mais par contre, par rapport à un projet axé et focalisé sur la Terre, oui, ça fait sens. Et qu'on mette des planètes autour, ça fait sens également. Deuxièmement, donc là, de ce côté-là, le judaïsme a introduit une notion qui, à mon avis, est d'ailleurs chrétienne aussi, quelque part, parce que, finalement, c'est la problématique du Fils. Ces dieux qui ont créé le ciel et la terre, ce sont les fils de ce Dieu originel. Puisqu'ils sont générés par le Dieu originel. Mais là, dans cette théorie, en tout cas, s'il y a un Dieu transcendant qui vit dans le monde intelligible, il faut qu'il y ait nécessairement sa corollaire dans le monde sensible, qui est donc le démiurge et qui, lui, n'est pas à l'origine de tout. Il a été créé, mais qui est effectivement le fils. C'est le fils, voilà. Le fils de Dieu qui crée le monde. C'est pour ça que dans les rapports entre judaïsme et christianisme, la notion de fils qui souvent fait problème pour la pensée juive, à mon avis, elle est tout à fait acceptable. Et donc, en ce sens-là, le christianisme, quand il parle du Fils, moi, ça ne me gêne pas du tout. Donc, ça peut renouveler le débat judéo-chrétien. Il n'y a aucun problème.
il faut tenir, il y a des phénomènes, et les Juifs eux-mêmes sont quelque part mandatés par rapport à ça aussi. Bon. Alors l'autre point que je voulais signaler, je me souviens plus ce que je voulais dire, c'est que je voulais vous répondre tout à l'heure, ça m'a échappé. Oui, la philosophie est effectivement la réponse à ma question méthodologique. C'est-à-dire que le philosophe, il doit être capable de revenir au principe, de retrouver l'intention première, le projet premier. Par conséquent, se dire, voilà, s'il y a eu une création, quel était l'esprit, qu'est-ce qu'il y avait dans l'esprit du créateur? Qu'est-ce qu'il a voulu créer? Il a voulu créer une cité pour les hommes, une cité idéale, si on veut, pour parler comme Saint-Augustin, et par conséquent, il a pris les précautions nécessaires. On revient à notre débat de tout à l'heure. Il a mis en place tout un système qui fait sens, avec une partie inconsciente sur laquelle l'homme n'a pas pris, ce qui est préférable d'ailleurs parfois. Il vaut mieux qu'il y ait des parties sur lesquelles on ne puisse pas agir, de même que l'homme ne peut pas agir sur les astres. Donc, les astres aussi font partie de l'inconscient à ce niveau-là. Et d'autre part, voilà, il a proposé aussi une autre astrologie consciente, qui est celle du cycle de 7 ans, qui, elle, permet aux hommes de s'organiser, de faire fonctionner la société, avec ce mouvement de va-et-vient, équinoxe, solstice, flux et reflux, des marées, etc. Ce qui d'ailleurs nous renvoie à la question de la Lune, qui est, dans un autre texte que j'ai écrit il y a très peu de temps, la clé de l'astrologie. Parce que la Lune aussi, c'est pas banal la Lune n'est pas une planète comme les autres. Mais souvent, en astrologie, il y a le corollaire Saturne-Lune, déjà Cancer-Capricorne qui sont opposés, et le fait que le cycle lunaire soit de 28 jours et que le cycle saturnien soit de... Oui, mais justement, qui dit la Lune dit Saturne. Moi, je renvoie à l'argument inverse. Si la Lune est si importante, et si la Lune a tellement de connexions avec Saturne, c'est que Saturne est une planète fondamentale. Et oui, je renverse l'argument. Et donc, cette Lune, qui est marquée par le 4 finalement, quand on regarde le ciel, il y a la nouvelle Lune, la pleine Lune et les quartiers de Lune. Donc, elle nous renvoie au 4, le 4 nous renvoie aux 4 saisons, etc. Donc, c'est un point de départ, à mon avis, important, de dire, et en plus, ça veut dire que ces extraterrestres, quand ils ont mis en place le système, ils ont mis la Lune pour qu'on sache comprendre le système, voyez-vous. Parce qu'il aurait pu n'y pas y avoir de satellite de la Terre. Il me semble que ça fait partie des théories de l'astrophysique, comme quoi la Lune serait un corps étranger au système solaire, qui serait venu, ce serait un corps qui serait venu percuter la Terre, et une partie de ce corps serait devenue la Lune. Oui, mais il y a toutes sortes d'indices dans ce genre-là. On peut aussi dire qu'il y a des planètes qui ont une autre origine, enfin, peu importe. Mais en tout cas, la Lune, c'est pas banal. La Lune, c'est quelque chose qui renvoie à Saturne, vous avez raison, mais dans l'autre sens. Donc, pour moi, il faut penser l'astrologie comme un projet politique, au sens platonicien du terme, à la limite. Hein. C'est-à-dire le philosophe qui est au-dessus de tout, qui est le... Voilà, la cité doit être dirigée par des philosophes. Bon. Et le philosophe, le mot philosophie, à mon avis, ça veut dire carrément la recherche de la vérité. La capacité de retrouver cette vérité invisible, enfin, cette vérité première, que tant de gens préfèrent parler de la vérité finale, par incapacité à retrouver la vérité première. Parce que remonter au niveau des principes, c'est pas donné à tout le monde. Retrouver la source, retrouver les principes, ça veut dire aussi retrouver et la psychanalyse, quelque part, elle a aussi cette dimension. Hein, c'est-à-dire retrouver comment les choses ont commencé. C'est un peu ce que dit Freud, quelque part. Donc, psychanalyser l'astrologie, psychanalyser l'humanité, c'est cette idée de... voilà. Donc, les femmes seraient beaucoup plus marquées par cet aboutissement, la problématique de l'aboutissement, c'est-à-dire le visible. Et pour beaucoup de juifs, c'est évident que c'est comme ça. Ce qui est important pour eux, c'est ce que le judaïsme est devenu. Voilà. Il est devenu ça, donc c'est ça la vérité. Ce qui à mon avis, alors je crois que c'est un peu l'existentialisme, ça, quelque part. Hein. C'est un peu ça.
l'existentialisme, c'est de Sartre, etc., de Beauvoir et de compagnie, et puis de Heidegger, c'est cette idée que les choses ne sont que ce qu'elles deviennent. Bon. Et ça s'oppose complètement au platonisme, par exemple, et au néoplatonisme. Donc, oui, cette capacité à reconstituer, à restituer le processus originel, le dessin des SEIN, le design originel, c'est la tâche du philosophe qui arrive à décortiquer tout cela, à dégager les scories, les emprunts, comme par exemple dans le domaine de la musique. Moi, j'ai travaillé dans mes mémoires universitaires, justement, il y en a plusieurs qui sont sur ce sujet-là. L'étude de l'anglais m'a certainement inspiré par rapport à ça. Parce que l'anglais, c'est par définition un phénomène syncrétique évident. Et en même temps, qui est marqué par un certain déni. Les gens qui parlent l'anglais, combien y en a-t-il qui sont pleinement conscients que, par exemple, je viens de voir un film où on parlait anglais, c'est stupéfiant. Il y a presque un mot sur deux qui est français. Donc c'est une langue quand même très particulière qui en plus est la langue qui est devenue mondiale. Bon. Ce qui ne me gêne pas spécialement parce que l'anglais travaille pour le français. L'anglais est le témoin de l'influence du français. Donc quelque part c'est pas plus mal. Bon. Alors donc je crois que là on a un peu clarifié les choses, on a un peu précisé les choses. Donc vous voyez que il faut beaucoup de temps pour arriver à comprendre ce qui se passe. Depuis le temps que je travaille sur Gauquelin, etc., il faut constamment... C'est d'ailleurs le reproche que je fais à André Barbeau, c'est qu'à partir de 1967, avec les Astres et l'Histoire, il n'a pas tellement avancé. Il a vécu encore 50 ans, et il ne s'est pas remis en question, il n'a pas tiré les conséquences de ses prévisions. Alors que moi, j'ai le mérite, si on peut dire, d'avoir constamment avancé dans mon travail, dans ma réflexion, jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à hier. Parce que on se dit... Moi, je ne comprends pas que Barbeau ne se soit pas posé des questions sur un certain nombre d'échecs de ses prévisions. Est-ce qu'il n'a pas... à un moment donné, on a l'impression que au-delà de la fin des années 60, il ne s'est plus rien passé pour lui, dans sa tête. Il s'est passé des choses qui n'ont pas fonctionné ou qui ont fonctionné, mais il n'a pas repensé son modèle. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il a fait il a stagné pendant un demi-siècle. Alors qu'il aurait pu, par exemple, tirer des leçons. Bon. Alors, on en a déjà parlé, le problème des cycles longs, parce que pour moi, les cycles longs, c'est une supercherie. Je parle dans l'astrologie. Mais pour vous, le cycle historique, il est beaucoup plus court. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un cycle historique, alors franchement. Pour moi, l'unité cyclique de l'astrologie, c'est 15 ans. Et tous les 15 ans, ça recommence. Il n'y a pas... c'est la liberté des hommes, etc. Il n'y a rien de plus... Bon, il y a eu des... Alors, dans l'histoire de l'astrologie, il y a eu par exemple Albuin-Mazar, au Xe siècle de notre ère, qui a développé la théorie des grandes conjonctions. Et là, lui, il essayait de développer des théories qui couvraient 800 ans, 900 ans, etc. Notamment, je vous renvoie au bouquin de Denis Labouré, c'est Astrologie et religion, que vous avez chez vous, où il a fait la traduction de Pierre Dailly, etc. Et donc, oui, c'est un leurre de croire que l'astrologie va pouvoir dialoguer avec l'histoire. L'astrologie, c'est plutôt une anti-histoire. Moi qui suis historien, je suis désolé de le dire, je sais très bien de quoi je parle. L'historien, il est dans l'anecdotique, dans l'aléatoire.
il s'est passé ceci, ça aurait pu ne pas se passer. Hein. De même que ce qui se passe actuellement aurait pu se développer tout à fait autrement. Et là, ça nous touche à une question intéressante, c'est-à-dire, est-ce que l'astrologie peut aider l'humanité à mieux fonctionner? Pas l'astrologie inconsciente, qui elle est ce qu'elle est, mais l'astrologie consciente, est-ce que l'astrologue peut éviter certaines erreurs, certains malentendus, face à des situations comme celle-là? Parce qu'on est vraiment là dans une situation très critique, mais qui est liée à une ignorance fondamentale des cycles, du cycle de 15 ans. Les gens ne savent pas où on en est. Ils ne savent pas si on est dans une phase équinoxiale ou une phase solsticiale. C'est constamment une oscillation à ce sujet. Parce que la dernière fois, vous m'avez dit que vous avez posé la question de savoir si on pouvait aller contre le cycle dans lequel on est. Donc, soit on est dans le cycle équinoxial, soit solsticial. Et si je cherche à diviser les gens alors qu'on est en phase équinoxiale, je produis le mal. C'est ce que vous avez dit. Pardon? Je produis le mal si je vais contre la phase du cycle dans laquelle on est. Absolument. Absolument. Par exemple, les gens ont des références historiques. Ils vont dire, il y a eu Munich, par exemple, 1936. Donc c'est ça. L'histoire, parce qu'on parle des astrologues, l'histoire nous donne des références, soi-disant. Sauf que ce n'est pas forcément les bonnes références. L'histoire nous parle de Hitler, nous parle de Munich. Est-ce qu'on est actuellement à Munich? Justement, le paradoxe de Munich, c'est que Munich est une phase solsticiale, qui est suivie ensuite, qui est à la frontière en fait, qui est suivie après par une phase équinoxiale. Donc il y a déjà une espèce de difficulté de lecture, parce que l'astrologie, c'est un microscope. Elle vous dit, oui, effectivement, oui, jusqu'à ce moment-là, il y avait encore de la solsticialité. On voulait dire, voilà, eux, ils vont rester là, ils ont leur truc, et puis nous, on a leur truc. Mais tout de suite après, le flux dans l'autre sens est parti, et à ce moment-là, voilà. Alors comment voulez-vous expliquer aux gens, sans l'outil astrologique, la situation actuelle? C'est une situation solsticiale qui, à mon avis, d'ailleurs je l'ai écrit récemment, va déboucher probablement sur un nouveau Munich. C'est-à-dire sur, on en en parler, on va abandonner certaines choses à la Russie, et puis on va s'engager à ce que il n'y ait pas parce que justement actuellement la solsticialité rend insupportable la progression de l'OTAN pour les Russes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, mon cher Dominique, c'est que en phase équinoxiale, les choses se passent très différemment. De toute façon, il est probable que Poutine ait prévu. Il savait qu'il y aurait des sanctions et qu'il a prévu le coup. C'est qu'il y a des choses encore à montrer avant la fin de la phase solsticiale. Non, mais Poutine, la différence, c'est que Poutine, lui, il est cohérent. Il veut se protéger contre l'influence, contre la progression de l'Union européenne et de l'OTAN, dans une sorte de logique de séparation, de dire, voilà, la logique solsticiale, c'est-à-dire, on ne peut pas mettre tout le monde en même temps. C'est tout simplement ça. C'est l'obsession. Et inversement, la logique équinoxiale, ça veut dire, il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas tout le monde en même temps. Donc, quand on en parlera, quand Saturne entrera en bélier fin 2025, les choses seront différentes. Pourquoi elles seront différentes? Parce que, en phase équinoxiale, les gens ne résistent pas. Les gens ne sont pas obsédés par le fait d'être englobés. Tout comme en 1940-41 en France, il n'y avait pas eu vraiment de résistance. Voyez-vous, donc les choses sont beaucoup plus simples. Quand on veut envahir un pays, il faut attendre la phase équinoxiale. Parce qu'à ce moment-là, de même qu'en 67, parce que j'étais en Israël en 67-69, à ce moment-là, les Arabes, ils n'étaient pas spécialement résistants. On pouvait se promener dans Jérusalem, on pouvait discuter avec les Arabes, ils savaient qu'ils étaient occupés, mais c'était pas très important. Et puis quelques années plus tard, il y a eu l'intifada, etc. Voyez-vous. Donc, vous voyez bien, mon cher Dominique, que si on connaissait un certain nombre de clés simples, que malheureusement les astrologues actuels ne sont pas capables d'apporter,
Donc là, il y a une gravité parce qu'ils apportent. Vous avez récemment, M. Verrier, là, Gilles Verrier, alors, ils sont tout contents parce qu'il y a un carré Saturne-Uranus actuellement qui se produit. Alors voilà. Alors moi je disais ironiquement, alors maintenant on abandonne Saturne-Neptune pour Saturne-Uranus alors qu'on est en. Voilà. Bon, alors évidemment, d'accord. Et donc l'astrologie a un rôle à jouer. Si l'astrologie telle que je la connais, que je l'ai élaborée, était déjà reconnue, eh bien on ne serait pas dans la situation actuelle. On y verrait clair. On comprendrait comment ça fonctionne. De toute façon, ça va. De toute façon, c'est. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'astrologie consciente, on est dans une astrologie consciente là. Mais il faut quand même connaître les règles du jeu. Et il y a des choses qui viennent interférer. Alors qu'est-ce qui vient interférer? Eh bien, par exemple, les élections. Les élections qui sont. Au mauvais moment. Qui sont. Je ne parle même pas des élections en France seulement, mais le principe même des élections, les dates d'élection, les durées des mandats, c'est n'importe quoi. C'est une sorte de pseudo-astrologie. Ils font de l'astrologie sans en avoir les moyens. Hein? Donc ils créent des périodes, comme en astrologie, ils créent des dates, des échéances, mais ce n'est pas les bonnes. Et tout ça, ça vient complètement. Donc voilà, ça vient fausser complètement le débat. Et on sait à quel point les élections actuellement, chez Macron, ont probablement exaspéré certaines choses. Bon, donc là, bon. Et puis alors il y a aussi l'astrologie elle-même, qui peut tout à fait aboutir à des effets catastrophiques. Si les astrologues déclarent qu'il y a une configuration actuelle qui devait expliquer pourquoi on en est là, hein, parce que l'astrologue aujourd'hui, même si 2022 n'a pas du tout été annoncé par André Barbeau, alors que c'est 60 ans après la crise de Cuba, donc 2 cycles de 15 ans, mais ça, Barbeau, la crise de Cuba, c'est l'impensé. Il a raté la crise de Cuba, quand il n'a pas vu venir la crise de Cuba, et en 1965, il annonce une crise mondiale qui est amusante. C'est amusant. Il annonce une crise mondiale alors qu'il a raté la crise mondiale qui venait de précéder. Et évidemment, il se plante aussi là-dessus. Donc, 60 ans après, c'est quand même intéressant. Entre 62 et 2022, il y a eu 89. Mais ils n'ont pas ces outils-là. Pourquoi ils n'ont pas ces outils-là? Parce qu'ils utilisent des cycles trop longs. Quand vous utilisez des cycles trop longs, vous manquez l'échelon intermédiaire. Si vous avez un cycle de 15 ans, vous allez de 15 ans en 15 ans, de 7 ans en 7 ans. Mais si vous avez un cycle de 36 ans, comme le cycle de Saturne-Neptune, ou de 45 ans, le cycle Saturne-Uranus, les gens sont tout contents de dire « Ah oui, ça correspond, oui, mais vous avez votre cycle, il couvre, au niveau du XXe siècle, il couvre trois dates, même pas. Si vous prenez le cycle Saturne-Neptune, vous avez 1917, 1953, 1989. C'est vraiment insuffisant. Et si vous prenez Saturne-Uranus, alors c'est encore pire. S'il faut revenir au cycle. Alors évidemment, Verrier, lui, il dit il faut tenir compte des aspects, ceci ou cela. Bon, je crois que c'est la théorie de Rudyard où le cycle commence à la conjonction et plus l'aspect grandit, entre guillemets. Je pense, on passe du semi-sextile au sextile, au semi-carré, au carré, au trigone, etc. Et que ça forme une théorie de cycle qui a été, je pense, repris par Barbeau. Et où tout commence à la conjonction et finit à la conjonction. Alors justement, on va en parler, parce qu'on a encore une demi-heure là. On va